Directeur et fondateur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, c'est Pascal Boniface que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Pascal. Bonjour Patrick. Ça, c'est incroyable, la géopolitique. Tout simplement, on va parler de ce livre qui s'adresse aux ados, à tout le monde et même aux adultes pour comprendre la géopolitique qui nous passionne. D'abord, l'année se termine, bruit de bottes en Ukraine, élection présidentielle en France l'année prochaine. Le climat international, évidemment, les tensions avec la Chine, les tensions commerciales, mais ça peut aller plus loin. Comment vous le définiriez, ce climat international ? Inquiétant parce qu'effectivement, il y a une montée des tensions. On est 30 ans, on va célébrer le 30e anniversaire de l'implosion de l'URSS qui, à l'époque, a été interprétée comme une sorte de paix perpétuelle, comme un monde dans lequel il n'y aurait plus de menaces. Et on voit en fait, 30 ans plus tard, qu'il y a des conflits reviennent, les tensions reviennent. On parle, à tort ou à raison, d'une nouvelle guerre froide, non plus entre Moscou et Washington, mais entre Pékin et Washington, mais on voit aussi, vous l'avez fait référence, qu'il y a des tensions toujours très fortes entre la Russie et les pays de l'OTAN, comme si on était finalement au temps de la guerre froide. Donc effectivement, pour ne pas parler de ce qui se passe en Éthiopie, de ce qui se passe en Afrique, de nombreux conflits, les pressions effectivement sur Taïwan, la Chine, on voit effectivement que le monde n'est en rien pacifié et que le mythe du nouvel ordre mondial que l'on célébrait il y a 30 ans, au moment où on célébrait la fin de la guerre froide, la fin de la division de l'Europe, la fin de la division du monde, eh bien en fait, d'autres conflits, d'autres tensions sont nées et que l'on vit toujours dans un monde qui est chaotique. Oui. Est-ce que le Covid, cette année, aura encore été marqué par cette pandémie mondiale, a uni quelque part le monde autour de cet ennemi commun ? Il aurait dû. Ce n'a pas été le cas. L'OMS n'a pas eu les moyens, l'OMS n'est pas en mesure de pouvoir édicter une politique de santé mondiale commune parce que chaque pays veut quand même garder sa politique et on voit bien que les recommandations mondiales de l'OMS ne sont pas tout à fait écoutées. Et alors effectivement que pour la première fois, l'humanité a été confrontée à un danger commun. Lorsqu'il y a des guerres, il y a au moins des dangers qui ne sont pas les mêmes puisque selon le côté auquel vous êtes. Mais là on voit bien que vous soyez chinois, américain, sénégalais ou européen, vous faites face à la même maladie. Et donc, alors même que le monde était confronté à une maladie commune, à un danger commun jamais connu à ce point, eh bien, on a quand même fait bande à part et les solutions nationales ont très longtemps prévalu sur les solutions globales, alors que par rapport à ce défi global qu'est le Covid-19 ou d'autres pandémies, on sait très bien qu'il faudra une réponse globale. Et la réponse globale, ce n'est pas une question d'être généreux, c'est une question d'être pertinent, parce que les scientifiques sont tous unanimes. S'il n'y a pas une vaccination au niveau international, si on ne dit pas au niveau global contre la maladie, eh bien des nouveaux variants vont apparaître au fur et à mesure. Alors, place de l'Afrique, ça c'est important. On voit bien que les Chinois s'y intéressent de près. Qu'est-ce que l'Afrique dans ce nouvel ordre mondial aujourd'hui ? L'Afrique est de plus en plus courtisée. Tant mieux pour elle. Avant, elle était abandonnée. Après la fin de la guerre froide, Américains se disaient, comme l'URSS n'est plus là, c'est pas la peine de s'intéresser à l'Afrique. Et les Européens eux-mêmes se disaient, notre avenir il est plutôt en Europe, regardons plutôt à l'Est que regardons au Sud. On voit aujourd'hui que l'Afrique, elle est multicourtisée. Les Chinois, vous en parlez, les Japonais, les Brésiliens, moins maintenant, bien sûr, auparavant, mais aussi les Turcs, les Émiratis, et puis, bien sûr, un retour des Américains, un retour des Russes, Wagner, mais pas que les milices privées Wagner, les Européens. Et donc, finalement, l'Afrique a de multiples courtisans, à elle de faire valoir ses avantages, et il vaut mieux pour elle qu'elle puisse négocier en position de meilleur avantage, en ayant plusieurs entités géopolitiques qui veulent négocier avec elle. Oui, et l'Europe, très contestée, très divisée, les populismes qui montent, une élection présidentielle en France aux résultats très incertains aujourd'hui, tension là aussi quelque part ? Oui, alors tension avec un pays qui a quitté l'Europe, mais en fait qui se retrouve dans bien moins bonne posture. Le Royaume-Uni, on voit que le Brexit ne l'a pas servi, l'a au contraire desservi. Et l'Europe, après avoir en fait hésité, marché de façon un petit peu brinque-ballante au début du Covid-19, s'est ressaisie avec un plan de relance ambitieux, avec l'acceptation d'une dette commune qui est venue briser un tabou, avec également une plus grande conscience de notre retard technologique, notre retard en termes d'intelligence artificielle, les technologies de l'avenir, et donc une commission qui est plus préoccupée par cela. Et puis aussi une interrogation, je dirais, métaphysique. Est-ce que l'on peut encore longtemps compter sur les États-Unis ? On a eu Biden, on était rassurés parce que Trump, disons, unifiait l'Europe dans une sorte de découragement et même de répulsion. Mais on voit que Biden n'est pas aussi solide qu'il ne le disait et aussi fiable qu'il le disait, puisqu'il quitte Kaboul dans une sorte de débâcle sans avertir les Européens, dont pourtant beaucoup de pays étaient présents militairement. Donc il y a une interrogation en Europe.
Se dire, est-ce que, Biden, ça va, mais en fait, il n'est pas aussi ouvert à nos propositions qu'il le disait. Et puis, est-ce que c'est une parenthèse? Est-ce que finalement, Trump ne va pas revenir ou un autre candidat du style Trump? Oui, je penserai ce livre, Pascal Boniface, La géopolitique. Tout simplement, vous êtes gonflé. On se dit la géopolitique, c'est pas simple. Mais Si, là, vous si. la simplifiez, mais j'allais dire d'une manière pédagogique. Il y a beaucoup d'illustrations, de chapitres. Voilà, c'est aux éditions Erol. On y entre comme ça, et puis ça y est, on sait tout à la fin. C'est quoi le but? On sait l'essentiel en tous les cas. L'idée, c'est effectivement de dire que la géopolitique n'est pas réservée au 7e arrondissement de Paris, n'est pas réservée à une élite, elle concerne tout le monde. Et tout le monde peut se la réapproprier. Pendant très longtemps, effectivement, il y avait une sorte de préjugement en disant que seuls les gens qui avaient travaillé des années et des années sur ce sujet pouvaient en parler. Non, en fait, chacun est concerné par la géopolitique et les différents sujets que vous avez évoqués, la montée en puissance de la Chine concerne tout le monde dans notre vie de citoyen, de consommateur ou de Oui, producteur. on voit d'ailleurs un chapitre sur la religion dont on parle tous les jours. On Donc, voit des chapitres. Vous pouvez prendre tous les aspects, en fait, ils concernent, parce que la réalité, c'est que l'extérieur n'est plus extérieur. Tout ce qui se passe à l'étranger nous concerne. Ce qui se passe à l'étranger n'est plus extérieur à ce que nous vivons, une fois encore, aussi bien dans notre qualité de citoyen que comme acteur économique. Et donc, on peut effectivement avoir la facilité de dire on va jargonner pour apparaître comme étant très brillant et avoir un savoir réservé à une petite minorité. Ce n'a jamais été ma démarche et au contraire, je pense que l'on peut effectivement parler tout simplement, sans simplification excessive, et pour rendre ces sujets accessibles et compréhensibles. On voit là, par exemple, la gouvernance mondiale, on voit évidemment, là c'est le terrorisme. Sur les grands sujets, les sujets d'aujourd'hui et les sujets de demain, comment on peut les comprendre, les simplifier? On se dit, au fond, on peut comprendre tout ça, ou il y a une logique dans tout ça? Il y a plusieurs logiques qui peuvent s'affronter. Il y a une logique, en fait, logique de rivalité. C'est-à-dire que la plupart des grands acteurs ont des intérêts divergents et ne se mettent pas d'accord pour mettre de côté leurs divergences par rapport à l'intérêt commun. Regardez par exemple ce qui s'est passé entre la Chine et les États-Unis par rapport au Covid-19. Au lieu de travailler ensemble, ils ont voulu plutôt attribuer la responsabilité à l'autre. Et ça, c'est bien sûr pas la bonne méthode. Heureusement, il y a des sujets qui sont plus consensuels. La lutte contre le réchauffement climatique, sur lequel à la fois les Européens, les Chinois et les Américains de cette administration, en tous les cas, sont d'accord. Donc il y a des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble, d'autres sur lesquels les rivalités sont plus importantes, mais effectivement, on est dans le même monde. S'il y a un trou dans la couche d'ozone, ça ne va pas plus frapper les Chinois que les Américains. On sera tous affectés par cela, mais très souvent, on réfléchit à court terme, en pensant que ça nous concerne nous et qu'on va s'en sortir sans faire attention à ce que vivent les autres. Oui, ce qui est fabuleux, c'est combien les jeunes se passionnent pour la géopolitique. Ah oui. On le voit en librairie. Et là, voilà, ça c'est un livre qui est vraiment, vraiment fait pour eux. En même temps, on entend les débats pour l'élection présidentielle en France, on a l'impression que les candidats s'en fichent de l'international, alors que le président de la République, c'est l'un de ses premiers rôles. C'est ça qui est vraiment frappant. Il y a très peu de débats. Regardez les débats que nous connaissons pour l'instant. Les sujets internationaux ne sont jamais abordés. Alors, bien sûr, on sait très bien que c'est pas la politique étrangère qui détermine le vote des Français. Mais elle est quand même importante parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, le président de la République a des pouvoirs importants, que la France est encore une puissance qui compte, et surtout que la plupart de nos concitoyens, et surtout la jeunesse, a compris que ce qui se passe à l'extérieur les concerne et que si vous vous intéressez pas à la géopolitique s'intéresse à vous. Et donc, je comprends, alors que de plus en plus, tous les sujets sont géopolitiques. Des pandémies, au réchauffement climatique, au prix des carburants, au prix des matières premières agricoles, au conflit. Les questions géopolitiques sont de plus en plus prégnantes dans notre vie quotidienne. Je suis frappé, sidéré et déçu que les différents responsables politiques ne s'y intéressent pas plus. Oui. Et là, il y a les régions du monde. C'est-à-dire que c'est le monde il est bipolaire. Il y a des grandes puissances et puis mais en fait, il y a une redistribution des rôles en permanence. Oui, le monde n'est plus bipolaire. Alors on peut dire qu'il y a une bipolarité Chine-États-Unis, mais en même temps, la Chine n'a pas rallié autour d'elle tous les pays que l'Union soviétique avait ralliés de son temps. Il n'y a pas un bloc homogène autour de la Chine. Il y a des pays qui se disent, là, sur ce coup-là, je joue avec la Chine, sur ce coup avec les États-Unis, d'autres qui disent, je joue avec la Chine, d'autres, je joue avec les États-Unis, mais il y a des alliances qui sont très variées parce qu'en fait, la puissance, elle est émiettée. Nous sommes dans un village global, il n'y a pas de maire de ce village global. Et il n'y a pas non plus de conseil municipal. Il n'y a pas un shérif de ce village global. Et on voit que sur chaque sujet, les différents acteurs ont une influence qui est différente selon les sujets. Et effectivement, c'est un monde qui est à la fois chaotique
et dans lequel la puissance est émiettée. Oui. Alors, question difficile, Pascal Boniface, 2022, c'est quoi, selon vous, le grand enjeu de cette année qui s'ouvre? En tous les cas, sur quoi on attend vraiment une réponse? L'enjeu majeur, c'est la rivalité Chine-États-Unis, parce que beaucoup de choses dépendent de cela et que les acteurs nous demandent de choisir. Les Américains nous demandent de choisir en disant « vous êtes une démocratie, venez de notre côté et cessez vos relations ou restreignez vos relations avec la Chine ». Et le duel entre la Chine et les États-Unis, parce que les États-Unis sont habitués à être la première puissance mondiale, là, ce rôle est contesté. Donc ça leur déplaît forcément. Et donc ils veulent rallier tous les autres pays. Et je pense que le duel Chine-États-Unis sera le facteur géopolitique déterminant sur les 10 ou 15 années qui viennent. La géopolitique, tout simplement. Pascal Boniface, pour tout comprendre. C'est donc écrit avec Anne Sédéki aux éditions Erol. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été notre invité. Merci, Patrick.